bonjour à tous. Donc déjà, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition, donc grosse semaine. Et donc nous, on attaque cette semaine donc, avec Yanis Constantinides, donc, qui est un ancien élève de l'École normale supérieure, qui est agrégé et docteur en philosophie, professeur de philosophie et d'éthique appliquée à l'espace éthique Île-de-France. Donc Yanis a publié plusieurs articles, études, livres, ouvrages. Il est également donc, animateur de programmes radio. Et aujourd'hui, nous allons prendre un petit peu de hauteur dans cette semaine banalisée pour parler justement nutrition, alimentation du corps, mais également de l'esprit. Donc juste avant de laisser la parole à Yanis, en haut de votre écran, normalement, vous avez un petit onglet, c'est Q&R, donc questions et réponses. Et en fait, le principe, c'est que tout au long de la présentation, vous pouvez dans cet onglet poser en fait les questions que vous avez. Et comme ça, à la fin, on prendra 10 petites minutes et puis je poserai vos questions donc, à Yanis qui sera enchanté de nous répondre. Voilà. Donc un grand merci à Yanis d'avoir accepté de parler aujourd'hui. Et puis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Anne-Esther. Bonjour à tous. Je suis ravi de participer à cette semaine de la dénutrition. Le propos est assez général. Je vais partager mon écran rapidement pour vous montrer le PowerPoint. Le propos est délibérément un peu général, mais on le précisera au fil de l'exposé. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'écran. Voilà, je suis parti. C'est visible, Anne-Esther? Oui? Ouais, c'est tout bon. Parfait. Voilà, je suis parti de cette phrase de Bria Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà, pour essayer de voir le lien entre notre manière de nous alimenter et ce qu'elle révèle de nous-mêmes. Voilà. Alors, tac, je passe. Voilà, Bria Savarin, c'est un auteur de 18e, 19e. Vous voyez ici une représentation de lui. Il a commis un ouvrage passionnant, qui comporte d'ailleurs des recettes de l'époque, qui s'appelle La physiologie du goût. Et le sous-titre est savoureux, si j'ose dire ici, Méditation de gastronomie transcendante. Voilà, c'est un clin d'œil, si vous voulez, à la philosophie de Kant, à la notion de transcendantal, voilà. C'est-à-dire que Bria Savarin, de manière assez potache, assez drôle, montre que la gastronomie nous élève au-dessus du besoin simplement animal de se nourrir. Vous voyez, la gastronomie nous amène vers un domaine plus élevé, bien sûr, que la simple préservation du corps. Voilà, comment en partant de quelque chose de typiquement animal, le fait de s'alimenter, eh bien, on arrive au sommet de la culture. Voilà ce que veut dire ici Bria Savarin. Alors, voilà, je vous montre quelques aphorismes qui ouvrent la physiologie du goût, ce grand livre donc, dont je vous recommande la lecture par ailleurs. Il y a 10 aphorismes, j'en ai sélectionné quelques-uns ici, qui ouvrent ce livre, dont le quatrième qui a donné son titre à cette intervention. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà, c'est une phrase en forme de boutade, mais pas simplement une boutade, je dirais, parce que bon, c'est pas que si on mange du porc, on risque d'être contaminé, ce genre de choses, vous voyez. C'est l'idée que l'alimentation, la manière de s'alimenter, ce dont on s'alimente, nous révèle des choses sur nous-mêmes. Voilà, sur finalement notre être le plus intime. Voilà. Alors, vous le voyez, Bria Savarin procède par degrés. Il commence par ce caractère universel de l'alimentation. Tout ce qui vit se nourrit, tout ce qui est être vivant se nourrit, bien sûr. L'être humain n'est pas une exception là-dessus. Mais l'exception apparaît rapidement, vous le voyez. Les animaux se repaissent, ils ne font que dévorer, que combler leur appétit, n'est-ce pas, sans souci évidemment de cuisine ou de gastronomie. L'homme mange. Voilà, l'homme mange, donc il a déjà progressé culturellement par rapport à l'animal. L'homme d'esprit seul sait manger. Voilà, après, effectivement, entre le mangeur normal, je dirais, qui est déjà un mangeur cultivé, l'homme d'esprit, lui, apprécie les saveurs, apprécie la présentation, voilà, passe à un degré encore supérieur. Vous voyez, il y a une sorte de gradation, d'élévation dans le fait de manger, dans le fait de manger de plus en plus humainement, si j'ose dire.
Et on peut voir l'aphorisme 5 rapidement. Le Créateur, en obligeant l'homme à manger pour vivre, voilà, c'est une obligation vitale, bien sûr, c'est un besoin vital, l'y invite par l'appétit et l'en récompense par le plaisir. Il y a cet amont, cet aval, bien sûr, l'appétit, on en parlera tout à l'heure, notamment de la perte d'appétit, et le plaisir à la fin, qui est quand même, évidemment, la récompense du fait de manger, bien au-delà du fait de combler des besoins nutritionnels, évidemment. Et on ajoute un point sur la gourmandise. La gourmandise, comme vous le savez, est un péché véniel pour le christianisme. Voilà, c'est le moindre des péchés, mais c'est quand même un des 7 péchés capitaux. Bria Savarin prend soin à la réhabiliter en montrant que la gourmandise est un acte de jugement. La gourmandise n'est pas, on pourrait dire aujourd'hui, une forme de, on pense aujourd'hui à la boulimie ou à des formes d'ingestion brutale d'aliments. Mais en fait, la gourmandise, c'est un acte de jugement qui montre que nous allons vers des aliments aussi, non pas cette fois simplement, encore une fois, pour combler des besoins nutritionnels, mais pour exprimer un goût, une préférence marquée. Voilà, c'est-à-dire que le mangeur humain va devenir sélectif, pas juste manger tout ce qui passe, tout ce qui lui passe dans l'assiette, n'est-ce pas? Mais il va choisir des choses qui lui plaisent et écarter des choses qui lui déplaisent. Voilà, cette question de jugement est essentielle. Juger, c'est trancher, juger, c'est écarter, bien sûr. Alors, dans ce sens-là, pour terminer rapidement cette introduction, manger révèle profondément ce que nous sommes. Voilà, manger n'est pas un acte anodin ou juste un besoin vital. Il y a un rapport intime à l'alimentation, comme le montre Bria Savarin, parce que nous n'ingérons pas que de la nourriture, des mets cuisinés, mais nous ingérons des valeurs. Voilà. Il y a une symbolique de l'alimentation qui ne s'arrête pas à la simple nutrition, comme je le montrerai dans un instant. Voilà, ça met en œuvre notre jugement. Voilà, rappelons la notion de goût, l'étymologie de goût, gustus en latin. Ça veut dire à la fois le goût alimentaire, mais aussi le goût esthétique, aimer ou ne pas aimer une œuvre, n'est-ce pas? Et le goût moral, c'est-à-dire le jugement en faveur ou en défaveur d'un plat. Voilà. Vous voyez que le goût ici est une notion complexe qui montre cette gradation du simple fait de manger au fait d'apprécier et parfois d'apprécier moralement, on verra cet aspect moral tout à l'heure aussi, d'apprécier moralement ou non ce qu'on mange. Donc, clarifions un point d'emblée, lorsqu'on discute de l'alimentation, malgré tous les discours scientifiques ou pseudo-scientifiques qu'il y a sur l'alimentation aujourd'hui, l'alimentation ne peut jamais faire l'objet voilà, d'une science. Là, c'est la chimie de l'alimentation, ce n'est pas l'alimentation elle-même, n'est-ce pas? Parce qu'elle est fondamentalement subjective. L'alimentation dépend de l'individu, de son idiosyncrasie, c'est-à-dire de sa spécificité, de la complexion physiologique qui lui est propre, et ne peut pas être généralisée. Voilà, d'où le problème des régimes universels dont on va parler aussi tout à l'heure. Voilà, donc écartons d'emblée cette idée qu'il peut y avoir une science de l'alimentation. Il peut y avoir bien sûr une science des nutriments, il peut y avoir une diététique plus ou moins raisonnée, mais l'alimentation reste quelque chose qui a trait à l'individu, à ses préférences propres, voilà, qui peuvent être éduquées bien sûr, mais qui lui sont propres de manière innée. Donc, méfiance d'emblée, vigilance envers les arguments de tous les prescripteurs, prescripteurs de régime par exemple, surtout ceux qui se présentent du côté de l'alimentation saine, ceux qui se présentent du point de vue du progrès, je donnerai l'exemple du véganisme tout à l'heure, et ceux qui prétendent être dépassionnés. Alors que cette question ne peut jamais être dépassionnée. Manger est toujours quelque chose de symboliquement fort pour nous et d'intime, et donc on ne peut jamais être indifférent réellement au fait de manger et à ce qu'on mange, bien sûr. Donc plutôt que de proposer des régimes communs, plutôt que de prescrire des choses, des recommandations qui peuvent être contre-productives, il vaut mieux s'intéresser au profil des mangeurs, comme on fait à l'EHPAD par exemple, les petits mangeurs, les gros mangeurs, etc. Parce que ce profil renvoie à l'individualité, justement, du mangeur. Aucun mangeur ne ressemble à un autre. Hein, les mangeurs sont toujours spécifiques. Certains mangent plus que d'autres, certains mangent plus variés que d'autres, etc. Voilà, il faut tenir toujours compte de cette différence, de cette particularité individuelle. Donc, on pourrait rajouter à l'aphorisme de Bria Savarin aussi cette idée. Montre-moi comment tu manges
Voilà. Il y a aussi la notion de comment on s'alimente. Est-ce qu'on mange trop vite? Est-ce qu'on mange de manière vorace? Brillat-Savarin distingue la gourmandise de la voracité. La gourmandise est une bonne chose. La voracité, évidemment, rapport pathologique à la nourriture. Donc, il suffit d'observer, comme vous le savez, quelqu'un manger pour avoir s'il mange la bouche ouverte, par exemple, etc., pour avoir quelques indications sur son caractère. Voilà. Voilà pour Brillat-Savarin. Alors, il faut citer aussi un autre grand théoricien de l'alimentation, c'est Ludwig Feuerbach, un philosophe allemand du 19e siècle, un philosophe anti-idéaliste qui s'opposait lui aussi à Kant, à Hegel, à l'idéalisme allemand, qui dénigre la sensibilité, qui dénigre les activités naturelles de l'existence au profit de la réflexion théorique. Et Feuerbach prend le contre-pied, réfute cet idéalisme-là, en rappelant le fondement de l'être. Voilà, pour lui, vraiment, le fondement de l'être, c'est manger et boire. Et Feuerbach, dans l'essence du christianisme, le livre qu'il a rendu célèbre, dans l'essence du christianisme, parle justement de l'Eucharistie et dit que même dans la religion, il y a ce rapport à l'alimentation. Vous voyez, bien sûr, transsubstitué, bien sûr, transformé, si j'ose dire, c'est les premiers aliments transformés, ultra transformés, l'Eucharistie. Désolé pour le blasphème. Mais on trouve cette place majeure, fondamentale de l'alimentation et de la boisson, même dans la religion. Et Feuerbach a beaucoup écrit sur le sacrifice, le mystère du sacrifice, où il s'agit de nourrir, vous voyez, littéralement, il s'agit de nourrir les dieux. Voilà. Tout cela pour Feuerbach est une élaboration symbolique autour de cet acte tout à fait banal, tout à fait quotidien, qui est le fait de s'alimenter. Donc il écrit ici, manger et boire représente l'incarnation ou humanisation quotidienne de la nature. L'incarnation, humanisation quotidienne. Le fait de manger et de boire, on n'y prête plus attention, bien sûr, depuis longtemps, mais c'est cette réaffirmation de notre incarnation. Le fait d'avoir faim nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres spirituels uniquement, nous ne sommes pas des purs esprits qui pourrions nous passer de toute alimentation, mais nous rappelle que nous sommes dans un corps, que nous sommes incarnés, que nous sommes des êtres humains avec des besoins, etc. Voilà. Alors, ce que dit Feuerbach, c'est que on a toujours eu honte de cette incarnation. Vous voyez, on l'a toujours méprisée parce qu'elle, finalement, elle nous ramenait à un niveau animal. Elle nous rabaissait au niveau de l'animal. Alors que nous voyons comme supérieurs, nous nous envisageons comme supérieurs aux animaux par cette possibilité notamment de différer le fait de manger ou de boire, contrairement à l'animal qui doit satisfaire ses besoins immédiatement. Donc, Feuerbach réhabilite ces actes banals qui sont le fondement justement de la réflexion. La tête et le ventre sont liés, dit-il déjà, en anticipant en quelque sorte sur le microbiote, la réflexion actuelle sur le deuxième cerveau, le microbiote. La tête et le ventre sont liés, dit-il, et donc on ne peut pas envisager un dualisme désastreux qui opposerait la tête au ventre. Et aujourd'hui, on a des preuves, je parlerai tout à l'heure des troubles du comportement alimentaire, des preuves tout à fait flagrantes de du caractère désastreux de ce dualisme, cette séparation entre l'esprit et le corps, qui est une séparation bien sûr pas réelle, imaginaire, mais qui a des effets bien réels. Et Feuerbach écrit aussi cela, c'est une phrase très très célèbre, qui n'est pas de lui d'ailleurs, qui est de Moleschott, un chimiste de l'époque, que Feuerbach reprend de manière un peu ironique, pas à la lettre bien sûr, parce qu'elle c'est une réduction sinon. La nourriture de l'homme est la base de la culture et de l'état d'esprit de l'homme. Si vous voulez améliorer le peuple, donnez-lui des mets meilleurs au lieu de déclamer contre le péché. Voilà. Cela fait écho, vous savez, à une remarque qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est que les bobos, les riches peuvent s'offrir une alimentation diversifiée, peuvent manger sain, équilibré, mais que les pauvres, eux, ont droit aux aliments ultra transformés, sont réduits à manger des produits industriels, etc. Voilà. Donc, il est précurseur de cette vision-là, clairement. Donc, si on veut vraiment améliorer l'humanité, ben, améliorons sa nourriture déjà. Commençons par la base. Vous voyez? Voilà l'idée de Feuerbach. Et ça se termine par cette phrase de Moleschott qui reprend à son compte. L'homme est ce qu'il mange. C'est un jeu de mots en allemand, comme vous le voyez. Ist et ist. L'homme est ce qu'il mange. C'est-à-dire que
l'homme peut être déjà défini, c'est le but de cette conférence justement, par ce qu'il mange, par la manière aussi dont il mange.
Première remarque importante, après cette mise en bouche, si j'ose dire, c'est la transformation, le passage de l'alimentation à la nutrition. Voilà, c'est un passage tout à fait euh, récent, finalement, qui s'opère au XXe siècle, mais dont les conséquences vont être incalculables, sont incalculables. C'est-à-dire qu'on a abandonné la notion d'alimentation subjective, avec notamment la récompense qui est le plaisir, pour passer à une vision médicale, une vision étroitement médicale de la nutrition. Vous voyez, on parle aujourd'hui beaucoup de nutrition, d'ailleurs, on parle de dénutrition dans ce webinaire, mais on parle beaucoup moins d'alimentation parce que la vision médicale écrase un petit peu l'aspect subjectif. On est passé en d'autres termes du plaisir innocent de manger, voilà, qu'on voit chez l'enfant, mais aussi chez l'animal, comme je le montrerai tout à l'heure, à la norme moralisatrice, aux prescriptions en termes, prescriptions un peu sottes, un peu absolues, aux prescriptions qui ne tiennent pas compte des profils de mangeurs, aux prescriptions sur ce qu'il faudrait manger. Voilà, une sorte de moralisme de la nutrition. Alors, à ce sujet-là, il y a un très bon livre récent, grand public certes, mais tout à fait intéressant. Je pense une bonne lecture pour ceux qui s'intéressent à ces dérives de la nutrition, de Georgis Krinis. Voilà, il écrit en anglais, le livre est traduit de l'anglais en français, il date de 2020, 2013, en anglais, a été traduit il y a quelques années en français. Georgis Krinis a attaqué ce qu'il appelle le nutritionnisme, on va en parler tout de suite, qui est un réductionnisme. C'est-à-dire on a ramené l'alimentation à une science chimique, à une science des nutriments, sans tenir compte du tout global qu'est l'alimentation. Voilà. Et ça a conduit à des recommandations alimentaires tout à fait contestables à ses yeux. Je vous ai mis un petit extrait de ce livre. C'est simplement l'introduction à l'édition française, donc 2021, où il définit le nutritionnisme. Voilà, je pense que c'est très intéressant ces deux aspects, voilà, que j'ai mis en rouge. Le nutritionnisme, donc ce réductionnisme qui consiste à glisser de l'alimentation comme tout à la nutrition comme science de l'équilibre alimentaire, etc. Le nutritionnisme se caractérise par une focalisation réductrice sur les nutriments. Vous voyez, on ne tient plus compte que des nutriments plutôt que sur les aliments et les modèles alimentaires. Voilà, c'est-à-dire que c'est une forme de myopie où on va simplement mettre en avant les nutriments plutôt que de voir l'aliment comme un tout, avec les nutriments comme une partie ou un aspect juste de l'aliment. Voilà. Et on ne tient aucun compte, bien sûr, du partage du repas, du caractère social de la nourriture, etc. Voilà, on y reviendra. Deuxième définition, il se définit également par la décontextualisation des nutriments. Vous voyez déjà réduction sur les nutriments, puis décontextualisation des nutriments sans tenir compte des paramètres alimentaires, diététiques, sociaux ou écologiques, c'est-à-dire de l'ensemble du tableau. Voilà. Si je peux faire une comparaison n'est pas raison, mais elle est intéressante ici, c'est ce qu'on peut reprocher aussi à la santé publique. Vous savez, la santé publique, quand elle fait des campagnes sur manger sain, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, voilà, ne tient pas compte justement de l'ensemble, voilà, opère aussi une décontextualisation, ne tient pas compte de l'ensemble du fait de s'alimenter, qui est un fait social total, qui est une obligation pour l'individu de se définir par rapport à une culture alimentaire, etc. Donc qui comporte une grande complexité qu'on ne peut pas réduire simplement à des normes un peu simplistes. Comme cette fameuse carotte, vous savez, qui danse dans les dessins animés des enfants pour leur dire de manger moins gras, moins sucré, moins salé. Hein. Donc, on a ici une réduction et une décontextualisation qui sont évidemment ravageuses du point de vue de leurs conséquences sur la saine alimentation, alors que c'est leur but de privilégier une saine alimentation. Donc ce paradigme du XXe siècle, ce paradigme nutritionniste, a encadré la recherche scientifique, c'est évident, n'est-ce pas? Les recommandations nutritionnelles, il y aurait beaucoup à dire, vous savez, mais on ne le fera pas ici, sur les recommandations nutritionnelles. Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles sont efficaces déjà? Est-ce qu'elles ne sont pas souvent contre-productives? C'est ce que tend à montrer l'explosion de l'obésité infantile, notamment en 20 ans en France, n'est-ce pas? Ce paradigme conditionne aussi les régimes amaigrissants, qui sont très critiquables, on le sait aujourd'hui. Et évidemment aussi le marketing alimentaire. Voilà. Comme vous le savez, le commerce, l'industrie agroalimentaire s'est emparée bien sûr de la recherche scientifique sur la nutrition
pour l'utiliser évidemment à des fins commerciales. Évidemment, ce paradigme s'est très rapidement infusé dans la population. Aux États-Unis, dit Georgis Krinis, parce qu'il parle de ce pays-là, mais aussi en France et partout ailleurs, je dirais, y compris aujourd'hui dans des pays en voie de développement. Voilà, où l'obésité explose aussi, comme on sait. Le nutritionnisme, c'est une manière de réduire, vous l'avez compris, l'alimentation à la simple nutrition. Alors, j'ai mis encore un petit extrait rapidement pour parler de Nutri-Score, petit extrait de Georgis Krinis, les dérives de la nutrition. Alors, il y a des évolutions positives ces dernières années, dit une sorte de prise de conscience de l'insuffisance du nutritionnisme, qui est de plus en plus remis en cause, bien sûr. Mais certains aspects de ce paradigme continuent d'encadrer une grande partie de la recherche en nutrition. C'est un problème qui demeure, bien sûr. Des recommandations, voilà, des recommandations de santé publique notamment, et de l'élaboration des politiques alimentaires. Je dirais aussi des menus des cantines scolaires, etc., n'est-ce pas? Voilà, on peut élargir encore ce débat. Et surtout la commercialisation des produits de l'industrie alimentaire. On observe en effet une diffusion permanente, voilà, elle n'a pas cessé encore, de conseils alimentaires. Voilà, toujours ce problème du conseil alimentaire, c'est qu'il ne peut pas être généralisable, puisqu'on a affaire justement à des individus très différents. Hippocrate déjà le savait, vous voyez, on l'a oublié cela, mais Hippocrate déjà lorsqu'il parle de régime, lui, de diète, Hippocrate explique qu'on ne peut pas proposer le même régime à tous. Le régime doit être toujours personnalisé. Évidemment, Hippocrate ne parle pas dans ces termes-là, mais il dit que le régime doit être adapté à l'individu. On ne peut pas proposer un régime pour tous, ça n'a aucun sens du point de vue de la nutrition, de l'alimentation. Donc, on constate pourtant qu'on s'entête aujourd'hui encore à proposer pour les personnes âgées, par exemple, un nombre de calories minimal, un peu comme le nombre de pas à faire par jour, n'est-ce pas? Voilà, à proposer des conseils très généraux, très abstraits, et coupés de la réalité des mangeurs. Hein. Donc, il prend l'exemple, Georgis Krinis, des recommandations sur les graisses saturées ou les protéines. Voilà, et des recommandations aujourd'hui très précises, mais absurdes, parce qu'évidemment, on décontextualise ici les nutriments, encore une fois. Et il égratigne au passage le Nutri-Score, j'aime beaucoup ça, le Nutri-Score en France, qui semble objectif, qui donne une illusion d'objectivité en classant les aliments entre A et E. On classe tout aujourd'hui, les passoires thermiques, les aliments, les hôpitaux, etc., n'est-ce pas? C'est cette folie de la taxinomie. Donc, le Nutri-Score donne une apparence d'objectivité, mais en réalité, il ne repose que sur la composition des aliments et pas, par exemple, sur l'aliment lui-même, sur son apport propre, sur le plaisir de le consommer, etc. Voilà. Et certains des meilleurs aliments, comme vous le savez, sont classés E, bien entendu, d'emblée par Nutri-Score. Ainsi, les aliments transformés, conclut Skrinis, sont critiqués et réglementés pour leur teneur en sucre, en sodium et en graisse, plutôt que pour leur degré de transformation. Vous voyez, là encore, myopie. On ne voit pas que ce qu'il faudrait insister, c'est sur le degré de transformation. Tout le livre de Skrinis propose des degrés de transformation qui permettent de savoir si l'aliment est réellement nocif ou pas. Voilà, il faut élargir et préciser le propos par rapport à ces simplifications qui permettent évidemment de communiquer avec le grand public. Alors, je termine rapidement ce premier point par cette phrase que j'aime beaucoup de Philippe Muret, qui est un auteur très sarcastique, très drôle aussi, et qui a critiqué beaucoup les bobos, les normes de notre temps, etc., dans l'Empire du bien. Je vous renvoie à ce livre-là, qui est très drôle. Et là, il critique dans un passage la diététique qui est un peu la science pratique de l'alimentation, à laquelle on trouverait beaucoup à redire aussi. Diététique a tranché. Tout ce qui ne collabore pas au bien nutritionnel collectif, tout cela doit être liquidé. Voilà. Il y a ici une police du comportement, comme on va le voir, police du comportement, qui consiste à dire cela est bon et cela est mauvais. Vous voyez, on moralise l'alimentation, du coup on culpabilise les mangeurs. Hein. On peut réfléchir justement sur cette dérive, cette fois morale de l'alimentation. Alors, vous connaissez certainement ce terme d'orthorexie. Orexis en grec veut dire l'appétit. On en parlait tout à l'heure avec Bria Savarin. Et orthos veut dire ce qui est droit. Donc, c'est le fait de redresser l'appétit, de le discipliner, l'orthorexie. Discipliner l'appétit.
Alors on pourrait affirmer aujourd'hui, je pense que vous serez d'accord, que nous sommes tous peu ou prou orthorexiques parce que nous avons été culpabilisés depuis longtemps pour la gourmandise, par exemple. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, peut-être que consommer un Paris-Brest est pire que tuer quelqu'un, sans doute, pour certains. Hein, ils éprouvent peut-être plus de culpabilité à cela. Donc il y a une orthorexie rampante aujourd'hui, plus ou moins, bien sûr, développée, mais je pense que on la trouve presque quasiment chez tout le monde. On aurait du mal à trouver quelqu'un de totalement décomplexé dans sa manière de manger, surtout s'il est en surpoids, n'est-ce pas? Donc, l'effet ordinaire de cette médicalisation et moralisation de la nourriture, c'est le développement de cette orthorexie. La gourmandise devient un plaisir coupable alors que c'est quelque chose de naturel et de sain pour Bréa Savarin. On développe des instruments de police diététique et morale. Vous connaissez Yuka, vous l'avez peut-être téléchargé. Voilà, on a parlé déjà du Nutri-Score. Il s'agit de s'auto-surveiller, comme je le dirais tout à l'heure, et de se punir éventuellement, n'est-ce pas? Voilà, on parlera de ça dans un instant. On peut réfléchir aussi à la notion de malbouffe. Ce n'est pas pour contester qu'il y a de la malbouffe, il y en a évidemment, mais c'est cette idée de raisonner en termes de bien et de mal, pour quelque chose qui ne relève pas de la morale. Vous voyez, c'est là où on insinue l'idée dans les esprits qu'il y a de bons aliments et de mauvais aliments. Donc, au lieu de parler simplement du goût, on glisse vers la morale. Et on élabore du coup des normes du bien manger, vous voyez, des normes collectives, des normes universelles, absurdes souvent, alors qu'évidemment, on l'a vu, il y a une très grande diversité des goûts et des profils de mangeurs. Hein. Or, et là c'est l'aspect contre-productif en plus de cette moralisation de la nourriture, or, normaliser l'alimentation, proposer une sorte de régime pour tous, de régime sain pour tous, de bien manger pour tous, est le meilleur moyen, on le sait aujourd'hui, d'introduire des troubles du comportement alimentaire. Hein. Je pense que aujourd'hui, on pourrait dire, sans exagérer, qu'il y a des troubles des comportements alimentaires, même chez les gens ordinaires, clairement, de petits troubles des comportements alimentaires jusqu'aux grands troubles. Hein. Alors, pour approfondir cela, on peut remonter un peu dans le temps. On peut penser à cet auteur du XIXe siècle, vous savez, qui est une sorte de repenti, de paysan repenti, Tolstoï, dont on peut ne pas lire Guerre et paix, puisque ça fait plus de 1000 pages. Tolstoï, c'est moins connu peut-être, mais s'est converti au végétarisme vers la fin de sa vie et a fait l'éloge de l'abstinence. Voilà, de sorte de frugalité qu'on appelle heureuse aujourd'hui, curieusement, prenant le contre-pied de certainement de la surconsommation, effectivement vorace de la modernité. On peut aussi évoquer les régimes restrictifs prétendument sains. Alors, c'est notamment l'exemple de Luigi Cornaro, dont je vais vous parler plus en détail rapidement. Luigi Cornaro, qui est un auteur du XVIe siècle, qui a vécu centenaire et qui voyait dans son régime le secret de sa longévité, et qui a voulu du coup partager, erreur terrible, hein, parce que ce qui lui convient ne convient pas aux autres forcément, bien sûr, ou sans doute ne leur convient pas. Donc, c'est l'inventeur de la macrobiotique que l'on connaît aujourd'hui sous la forme du régime macrobiotique, etc. Et puis, vous avez cette folie bobo, je dirais, vous le savez, de détoxifier l'organisme vu comme malade ou bien saturé, voilà, alors que l'organisme se détoxifie tout seul, bien entendu. Voilà. Donc, on est ici dans une sorte de retour à la nature fantasmée. Voilà. Est-ce que c'est la véritable nature? Est-ce que c'est une nature de manger peu? Voilà, ce n'est pas du tout évident. Alors, voilà très rapidement la couverture du livre qui est traduit en français, bien sûr, de Luigi Cornaro. Cet auteur donc, qui a vécu plus de 100 ans grâce à son régime, mais qui a eu le malheur. Voilà, ce texte a été publié et présenté récemment par Georges Vigarello, qui est le grand historien du corps, qui a beaucoup écrit notamment sur l'obésité, les métamorphoses du gras. Donc Cornaro, qui était quelqu'un d'assez effrayant, vous allez voir sa photo dans un instant, une sorte d'ascète assez inquiétant. Cornaro fait ici déjà, c'est un traité de morale, vous voyez, fait ici l'éloge de la sobriété,
en montrant, avant la lettre, vous voyez, on est au XVIe siècle ici, en montrant que l'excès de nourriture qu'on pouvait avoir à l'époque, dans certains milieux en tout cas, l'excès de nourriture pouvait être nocif, ce qui est vrai, bien sûr. Mais en conclure que la sobriété, c'est le bien, vous voyez, c'est tout à fait discutable. Voilà, je vous montre sa photo, vous voyez, ça ne donne pas envie de suivre son exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça ne donne pas très envie de vivre de manière aussi austère. Comme le disait un ami chef de service de nutrition pédiatrique, euh, on peut vivre plus longtemps certainement en se privant, mais on va beaucoup plus s'ennuyer. Et évidemment, on va beaucoup moins prendre de plaisir. Donc, le souci ici consiste de réifier un régime qui vous convient personnellement, vous voyez, qui convient à sa nature. Peut-être qu'il avait du mal à digérer, peut-être qu'il était dyspeptique, peut-être qu'il ne supportait pas de manger beaucoup, peut-être qu'il avait un certain dégoût pour les aliments, etc. Donc, le tort, c'est de généraliser un régime qui lui convient, lui, à tout le monde. Voilà. Quant à la détox, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, il y a une véritable obsession de la détox. On peut l'expliquer symboliquement par ce sentiment d'être impur. Vous voyez, on nous a mis dans la tête l'idée qu'il y avait une sorte d'impureté liée à certains aliments. Alors, on ne parle pas ici de la pizza buitoni, bien sûr, mais à certains aliments qui ne sont pas particulièrement nocifs, qui ont juste le tort d'être gras, par exemple, hein, et donc présenter comme moralement nécessaire cet amincissement. Il y a l'arrière-plan, je ne vais pas en parler parce que c'est bien connu, le culte du corps, bien sûr, la critique permanente du surpoids, etc. Je suis intervenu récemment sur la grossophobie, par exemple. Voilà. Mais il y a cette obsession de la pureté, vous voyez, pureté morale, qui se traduit ici par la détox alimentaire. Voilà, les choses sont liées, comme j'espère vous l'avoir montré. Alors, c'est le grand souci ici. Je vais donner juste un exemple rapidement euh, avant de passer à la dernière partie, pour laisser de la place à la discussion. Juste un exemple de ce moralisme et de ces régimes d'exclusion, comme on les appelle. Qu'est-ce que ça signifie, le moralisme appliqué à la nourriture? Eh bien, c'est que la nourriture est désormais vue comme un danger potentiel. Vous voyez, c'est paradoxal. Ce qui nous garde en vie, ce dont on a fondamentalement besoin pour vivre et pour s'élever et pour grandir, etc., et pour prendre du plaisir, pour s'épanouir, est vu désormais comme un danger, voilà, non seulement pour le corps, surpoids, etc., mais aussi pour l'âme. On l'a vu moralement dangereux. Voilà, d'où le terme de malbouffe, de mauvaise nourriture. C'est une nourriture qui nous veut du mal, hein. Donc, le régime est vu, je vous l'ai dit, j'ai parodié ce titre de Foucault, Surveiller et punir, sur les prisons, pour parler d'autosurveillance et d'auto-flagellation, pour se punir en adaptant des régimes. Alors, les régimes sont inefficaces, on le sait aujourd'hui. Alors, pourquoi le sont-ils? Certainement, ils sont fondés aussi sur la science de la nutrition, mais c'est que ces régimes ne conviennent pas à tout le monde, bien sûr. Ils peuvent mieux marcher chez certains, pas du tout marcher chez d'autres, être contre-productifs chez les troisièmes, etc. Voilà. Mais c'est que le souci, c'est que ce soit le régime du con ou d'autres régimes, le souci, c'est que ces régimes-là sont collectifs, se veulent universels. Alors qu'évidemment, le régime ne peut être que personnalisé, comme on l'a vu. Alors, on a le culot tout de même d'invoquer l'argument de la santé. Voilà, comme Cornaro, il s'agit de vivre plus longtemps. On parle beaucoup d'être en meilleure santé, alors que ce n'est pas du tout évident par les effets du moralisme, n'est-ce pas? Il y a aussi un argument éthique tout à fait étonnant, mais de plus en plus prégnant aujourd'hui. C'est ce lien postulé et pas prouvé, n'est-ce pas? Il a été réfuté même récemment, entre consommation excessive de viande et réchauffement climatique. Voilà, on a truqué les chiffres d'eau, etc., pour le montrer, comme vous le savez sans doute. Donc cela devient, comme on mêle sorte d'intersectionnalité des luttes, comme on mêle les questions sans les distinguer, sans tenir compte de leur complexité, cela devient un devoir moral désormais, et cela a un grand impact sur les jeunes notamment, vous le savez, devoir moral désormais de s'abstenir de manger de la viande. Alors que, encore une fois, la question du réchauffement climatique, même si elle peut avoir des effets bien sûr, n'est pas directement liée à notre alimentation au départ, bien entendu.
On pourra discuter de ce point si vous voulez, mais il n'est pas fondamental à mes yeux ici. Puis on se présente aussi comme progressiste, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire tous ceux qui sont attachés à l'ancien monde, aux sauces riches, aux goûts authentiques, etc., sont considérés comme des aliénés. Ils n'ont pas encore compris, voilà, on refait le discours du marxisme des années 70, ils n'ont pas encore compris qu'ils sont aliénés, donc ils persistent à soutenir des choses du monde ancien. Et on est convaincu qu'on appartient au progrès, qu'on parle avec la voix du progrès lorsqu'on appelle à la restriction, à la frugalité, etc. Et on se veut même un peu condescendant parce qu'on veut faciliter la transition de ces arriérés vers un mode de consommation plus sain et plus éthique. Alors, rien que, je n'entre pas dans le détail, mais en voyant juste l'état catastrophique aujourd'hui de l'alimentation, notre rapport à l'alimentation, on peut dire que ça ne marche pas, n'est-ce pas? Juste cet argument de fait ici. Alors, un clin d'œil par rapport à ce qui va suivre. Il y a ce livre qui est sorti tout récemment, Pourquoi les animaux ne font pas de régime, qui est très intéressant, qui montre qu'effectivement, les animaux, eux, n'ont pas besoin de faire de régime parce qu'ils s'autorégulent, bien sûr, à la perfection. J'ai appris dans ce livre, vous la voyez sur la couverture, que la sauterelle dose son alimentation au gramme près. Voilà, c'est nutritionniste inné, la sauterelle, pourquoi pas. Et donc, ces auteurs disent la nature peut nous, on va parler de culture dans un instant, mais la nature peut nous servir de guide ici, parce que si on n'introduit pas la culpabilité dans la nourriture, eh bien, on mange plus sainement. Voilà, ce que je voulais montrer, c'est qu'il faut déculpabiliser la nourriture en prenant exemple ici seulement sur les animaux. Alors, je vais aller peut-être rapidement là-dessus, puisque le temps presse, et vous connaissez sans doute cette idéologie-là, et peut-être que vous la réprouvez comme moi. Je m'attarde sur les arguments rapidement pour ne pas moi-même être dans l'idéologie anti-végane. Mais on peut donner cet exemple récent d'aberration alimentaire. De plus en plus de jeunes, notamment, adoptent ce mode de vie. Des couples véganes veulent l'imposer à leurs enfants, etc. On voit de plus en plus arriver des enfants qui ont ce régime-là et qui ont besoin d'être du coup complémentés. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette vision du monde? Parce qu'il y a une idéologie sous-jacente. C'est une idéologie de la repentance, vous voyez. On regrette son carnivorisme d'avant, comme disent les véganes. On éprouve une honte d'être humain, une honte d'être incarné. Voilà, ce que j'appelle le mal carné et incarné. Et puis on sent un zèle très fort pour se racheter auprès de la nature des animaux exploités et pour convertir aussi les autres à ce mode de vie, alors qu'ils n'ont rien demandé, évidemment, les autres. Mais ici, on n'est pas du tout dans le retour à la nature, comme l'a montré Philippe Descola, l'anthropologue, mais nous sommes ici dans une construction de la nature, vous voyez, tout à fait humaine, anthropomorphe, alors que l'animal, lui, bien sûr, alors, certains sont herbivores, d'autres carnivores, d'autres omnivores, bien sûr, la diversité existe dans la nature aussi, mais les animaux, bien sûr, le modèle naturel n'est pas applicable ici évidemment au véganisme, hein, parce que ça voudrait dire que tout le monde arrête, tous les animaux arrêtent aussi de manger de la viande. Ce que souhaitent d'ailleurs certains, les véganes les plus fanatiques, c'est instaurer une justice, c'est Martin Nussbaum, instaurer une justice dans le règne animal aussi, empêcher les prédateurs de manger leurs proies, etc. Voilà, on va loin ici dans l'excès. Francis Wolff, de manière très intéressante récemment, bon, Francis Wolff est un viandard, c'est un ami, c'est un viandard, il aime la corrida, etc. Donc c'est pas du tout quelqu'un de neutre sur ces questions, évidemment. Mais c'est tout de même un philosophe important et il a rapproché le post-humanisme et l'animalisme. C'est très intéressant parce qu'on a l'impression que c'est deux excès opposés, tout à fait opposés, mais les deux veulent dépasser l'humanité. Vous voyez? Les deux veulent sortir de la spécificité humaine, dont on va parler pour finir, et l'un pour la dépasser par le haut et l'autre pour régresser vers l'animalité, en niant finalement sa partie humaine. Voilà. Donc le point commun du post-humanisme et de l'animalisme, c'est l'anti-humanisme, le refus des limites naturelles du corps et le refus des besoins naturels du corps, je dirais. Et là, on voit qu'il s'agit de morale, puisqu'on veut réformer l'humanité pour la rendre meilleure. Ce discours, vous le connaissez certainement, c'est un discours très moralisateur. On peut même parler de religion de substitution. Voilà, je renvoie rapidement à la gnose. La gnose, c'est un mouvement concurrent du christianisme dans les premiers siècles après Jésus-Christ, qui considère que
l'âme se prostitue en tombant dans un corps, et l'alimentation est la preuve de sa servitude. Vous voyez? Donc vous avez déjà les cathares aussi, hein, plus tard. Vous avez aussi vous avez déjà des prédécesseurs de gens qui considèrent la nécessité de s'alimenter comme la preuve que le corps est mauvais. Vous voyez? Voilà, on retrouve ici, je pense que les véganes ne connaissent pas les gnostiques, mais on retrouve ici une tendance forte qu'on a tout au long de l'humanité de mépris du corps, de mépris de l'incarnation, etc. Et là, on peut dire qu'il y a un mélange de besoin de pureté, ce que j'appelle l'hygiénisme moral, et de forte culpabilité d'être humain. Voilà. Le véganisme est carrément une idéologie messianique, comme vous le savez, parce qu'il faut se purifier, se détoxifier, corps et âme à la fois. Voilà. Et ceux qui se convertissent, le terme n'est pas usurpé, ceux qui se convertissent au véganisme ont un discours vraiment quasi religieux, disent que leur vie a changé, etc., qu'ils ne sont plus les mêmes, etc. Voilà. Toujours dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et ne s'arrêtent pas à leur cas particulier, mais veulent convertir les autres aussi, voilà, à cette libération. Parce qu'ils sont aliénés, il faut les libérer de force. Je vous donne juste un exemple qui est amusant, mais aussi effrayant. Voilà un livre pour enfants qui a été traduit de l'anglais, bien sûr, Vegan is Love. Alors, c'est consternant, vous voyez, c'est une sorte de il ne faut pas manger les animaux parce que ce sont nos amis, etc. Comme l'a dit un pédopsychiatre, c'est le livre peut-être le plus inquiétant qu'on ait jamais écrit à destination des enfants. Voilà, donc c'est une propagande, vous voyez, massive qui cherche très habilement à attaquer aussi les enfants. Alors, pour plaisanter, vous me direz, mais le véganisme n'exclut pas le plaisir. Eux aussi parlent de plaisir. Voilà, alors effectivement, ils en parlent, mais je vous laisse juger du menu 100% vegan. On parle beaucoup de plats sexy, vous voyez, voilà, on force un peu le trait. On insiste sur le fait que la sauce est dévergondée, bien sûr, voilà. Et on promet force de légumes, de petits pois, de légumes grillés, etc. Bon, c'est très bon les légumes grillés, il n'y a pas de souci. Mais que fait-on du cri de la carotte, vous savez, de la souffrance des plantes, parce que ce sont des êtres vivants aussi, voilà, c'est le reproche qu'on fait souvent en vegan. Bon, après, vous avez l'aspect, bien sûr, bobo. C'était le Tibet, le Népal avant. Maintenant, c'est les boissons exotiques, kombucha, jus artisanaux, effectivement. Voilà, toujours dans cet esprit de détoxifier le corps. L'arnaque, après, rapidement. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu cette pub pour le faux gras. Faux gras, alors la marque s'appelle Gaïa. Bon, ça dit tout déjà, la terre, etc. Alternative 100% végétale et gourmande au foie gras. La question, c'est pourquoi imiter? Pourquoi dupliquer? C'est dans un but de conversion, bien sûr. C'est pour amener les gens à partir de leurs habitudes alimentaires. Vous voyez, c'est assez malhonnête. C'est comme les steaks végétaux, etc. Les choses en forme de viande. C'est pour amener les gens doucement, vous voyez, cette transition, les amener doucement à un régime plus sain, prétendument. Alors, du coup, les interdits moraux se traduisent par de nouveaux interdits alimentaires. Voilà, je voulais vous dire ça aussi rapidement avant de conclure. Notamment les alimentations particulières. Vous voyez, on a désocialisé l'acte du repas aujourd'hui, qui était une forme de commensalité, partager le même repas entre amis, entre proches, etc., en multipliant aujourd'hui les alimentations particulières. On peut dire que ces alimentations ne sont pas forcément particulières, voilà, parce que ce sont des sortes de types auxquels on appartient. Ici, c'est pas l'individu. Je mets de côté les régimes pour convalescents, bien sûr, les régimes pour malades, qui sont des restrictions justifiées, bien sûr. Mais là, c'est les restrictions qu'on s'impose, ou l'illusion que on est intolérant au gluten. Ils ont explosé les intolérants au gluten, bien sûr, depuis que c'est à la mode, depuis que le gluten est connu. Donc, on arrive à une forme de rétrécissement où chacun s'impose des sortes de régimes particuliers. Voilà, vous avez une belle image ici, une belle caricature d'un repas, le fameux repas enfin où les Américains sont réunis, le Thanksgiving. Et là, vous voyez, l'un est vegan, l'autre est macrobiotique, le troisième végétarien, quelqu'un est intolérant au lactose, l'autre ne mange pas de gluten, etc. Il y a quelqu'un qui fait une détox, et ainsi de suite. Donc, on a divisé l'alimentation, on a donné l'illusion à chacun, vous voyez, c'est une parodie d'alimentation particulière,
On a donné l'illusion aux personnes qu'elles devaient cadrer leur alimentation pour manger exactement ce qui leur convient, mais en fait, on leur propose un type d'alimentation qui ne leur convient pas forcément. Voilà. Donc, pour conclure, je voulais finir sur la portée civilisatrice. Il faut toujours le rappeler, à mon sens. Portée civilisatrice et éthique de l'alimentation. Voilà. Parlons réellement d'éthique et pas de morale. Et montrons que s'alimenter, ce n'est pas simplement combler un besoin vital, mais c'est une forme de civilisation. C'est une preuve de civilisation. Voilà, je vous ai mis la phrase d'Héraclite que rapporte Aristote. Héraclite aurait dit, ce penseur présocratique génial, aurait dit à des invités qui hésitaient à entrer dans la cuisine parce que il y avait de la viande crue, etc. Il les avait invités ironiquement en disant entrez, il y a des dieux aussi dans la cuisine. Voilà, la cuisine n'est pas un endroit du mal, bien sûr, c'est un endroit divin. Deuxième conseil de lecture que je vous donne, un livre très intéressant paru récemment, Le singe cuisinier, comment la cuisine nous a civilisés, voilà, d'Alexandre Stern. C'est un livre qui montre, qui rappelle, hein, parce que vous le savez forcément, que le fait de cuisiner nous a permis de devenir pleinement humains. Il rappelle qu'il y a trois propres de l'homme réellement, que les animaux n'ont pas probablement. L'art, la religion bien sûr, mais aussi la cuisine. Voilà, l'animal ne cuisine pas, il ne fait pas de régime, mais il ne cuisine pas. L'animal, bien sûr, ne transforme pas ses aliments. Donc, du moment où on a, vous savez, découvert le feu, eh bien, on a pu soulager l'intestin, qui avait moins de travail de digestion à faire, bien entendu, et du coup, on a développé notre cerveau. Vous voyez comment la cuisine a permis, le fait de cuisiner a permis à l'homme de devenir pleinement humain, de croître culturellement. Vous voyez, la cuisine, c'est le fait de manger, c'est ce qu'il y a de plus naturel, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus culturel, à la fois. D'accord? Donc, choisir et préparer nos aliments a fait de nous ce que nous sommes, voilà, aussi bien sur le plan physiologique, idiosyncrasie, que culturel, commensalité, sociabilité, d'accord? Voilà, la cuisine est à l'origine de notre humanité. La cuisine est aussi à l'origine de la médecine, n'est-ce pas? Et aussi de la sociabilité. Parce que pendant longtemps, vous savez, le four était commun au village, on préparait les repas en commun. Donc, cette préparation permettait évidemment de discuter, d'échanger, etc. Voilà, le barbecue, bien qu'il soit viril pour certains, le barbecue est une faible trace de cette préparation des repas en commun. Aujourd'hui, on est à rebours de 2 millions d'années de développement de la cuisine. En un siècle, on a défait toute cette tradition, explique Alexandre Stern. On a désinventé la cuisine. On oublie de plus en plus rapidement des pratiques culinaires qu'on a patiemment accumulées depuis des millénaires. On désocialise le fait de manger. On se replie sur la sphère privée. Et là, aujourd'hui, vous avez cette triste évolution du mangeur solitaire livré à domicile. J'ai pu dire une fois dans un texte que la livraison à domicile était le début de la fin de la civilisation. Voilà, c'est évidemment une boutade, mais c'est presque sérieux. Vous le savez, je pense que les chiffres en France doivent être presque aussi élevés. On parle de zombie eating aujourd'hui pour ceux qui mangent tout en faisant autre chose, notamment en regardant un écran ou plusieurs écrans à la fois, en tapant un texte, etc. Voilà. Donc, on a désinvesti, vous voyez, le fait de manger. On mange seul le plus souvent, on mange sur le pouce, on mange trop rapidement, et on mange en faisant autre chose. Voilà comment on a désinventé la cuisine. Alors, j'arrive à la fin pour laisser un peu de temps pour les questions, comme promis. Je voulais finir sur une vraie élévation. C'est un très beau texte qui ne coûte que 2 euros. Les instructions cuisinier zen, le Tenzo Kyokun de Dogen. Dogen, c'est un maître bouddhiste zen du XIIIe siècle, qui a, contrairement à d'autres moines bouddhistes qui étaient avant le zen dans des choses très élevées, un peu comme Héraclite, Dogen montre que cuisiner aussi peut être une activité d'éveil. Activité de Bouddha veut dire activité d'éveil, n'est-ce pas? Que cuisiner aussi peut nous élever l'âme, que ce n'est pas du tout une tâche secondaire. Voilà, c'est essentiel de le dire. Ici, on donne une portée spirituelle au fait de cuisiner. Donc, nous devrions mettre, je vous laisse lire le texte rapidement, je ne le lis pas en entier, nous devrions mettre dans la cuisine toute notre attention, voilà, contrairement aux zombie eaters, quels que soient les ingrédients d'ailleurs,
Il nous faut, nous, investir l'alimentation. Vous savez que même si on est un piètre cuisinier comme moi, on peut toujours bonifier des aliments, enfin ce qui reste par exemple, pour faire un plat acceptable, hein. Donc tout dépend de l'intention finalement, de l'amour qu'on peut mettre dans le fait de cuisiner. Autant l'assemblée que nous nourrissons que nous-mêmes devrions apprécier la vraie saveur de l'océan de la réalité. En fait, le fait de manger, c'est de participer à l'univers tout entier, vous voyez, pour le dire à la manière de Dogen. C'est-à-dire que manger est une activité où on est en pleine harmonie avec la nature. Voilà, on est en pleine harmonie avec soi-même et la nature. Ça devrait être le cas en tout cas. Voilà, donc peu importe que ce soit un simple bouillon de légumes, voilà, on mange du riz et du légume dans le zen, hein, on mange pas beaucoup de viande, bien sûr. Eh bien, ce goût rustique suffit à cet épanouissement. Vous voyez? Et Dogen ajoute, la bouche du moine est comme un four. De simples légumes peuvent entretenir les pépinières de sages. Voilà, c'est-à-dire c'est pas une question de qualité de l'alimentation, c'est la qualité de la préparation et de l'investissement qu'on a dans l'aliment aussi qui compte. Ne les considérez pas avec mépris, donc ces simples légumes. Un maître doit être en mesure de tirer parti d'un vulgaire légume pour le bien des humains et des êtres célestes. Voilà. Donc, d'où l'éloge du cuisinier que fait le Tenzo, que fait Dogen, parce que le cuisinier est finalement quelqu'un qui est dans la compassion, puisqu'il fait à manger aux autres, vous voyez, tout simplement. Il fait à manger aux autres. On est loin de la cantine scolaire où on demande très rarement aux enfants s'ils ont aimé ce qu'ils ont mangé, bien sûr, parce que le but, c'est une gestion de flux, c'est de produire un certain nombre de repas, etc. Donc, le cuisinier ici est le lien entre l'éveil et la pratique de l'éveil. Vous voyez, cuisiner et manger, c'est pratiquer l'éveil, ce n'est plus seulement l'enseigner. Alors, c'est le moment de conclure. Le mot de la fin, sans jeu de mots ou avec jeu de mots. Il faudrait donc démoraliser, si vous avez bien suivi le propos, démoraliser, déculpabiliser notre rapport à la nourriture. Voilà. Lorsqu'on on porte des jugements de valeur sur ce qu'on mange. Voilà. Et Yuka, Nutri-Score, c'est des jugements de valeur, littéralement. Eh bien, on risque de rendre les gens orthorexiques, voire à leur couper l'appétit, hein, ou à développer encore plus des troubles du comportement alimentaire. Donc, il faut dissocier la question importante, je ne le nie pas bien sûr, du bien-être animal. Il faut manger moins de viande et de meilleure qualité, tout le monde est d'accord là-dessus aujourd'hui, bien sûr, de celle de l'alimentation saine. Ce n'est pas la même question. Ce n'est pas la même question. L'alimentation saine, c'est le rapport sain que j'ai à la nourriture. Ça n'a rien à voir avec le bien-être animal, à la base. Donc, il faut trouver le régime alimentaire qui me convient le mieux. Voilà, ce n'est sans doute pas un des régimes préconisés, un des régimes pour tous qui est préconisé sans vergogne par des commerçants, n'est-ce pas? Donc, il faut revenir à l'idiosyncrasie, c'est-à-dire à cette spécificité physiologique qui fait de moi celui que je suis, chez Hippocrate déjà. Et enfin, bien sûr, retrouver le plaisir de manger sans restriction morale. Ce n'est pas être vorace, vous voyez, c'est juste retrouver ce plaisir innocent que nous avons perdu, ne pas culpabiliser à chaque fois que l'on fait un excès, etc., n'est-ce pas? Parce que manger n'est pas seulement combler un besoin naturel, mais s'accomplir.